Bien, je voulais commencer par... c'est bon C'est bon. Ouais. Ouais, je voulais commencer en remerciant toute l'équipe de l'UNESPI et plus particulièrement le professeur Valeria Guimarães qui me donne l'occasion de vous présenter mes travaux. C'est toujours un honneur de pouvoir présenter ce que l'on fait à un public nouveau. C'est aussi un grand avantage puisque ce type de déplacement, c'est un déplacement qui est toujours heureux quand on se promène sur la planète, mais ça permet aussi d'envisager différemment son travail et puis surtout d'avoir des points de vue différents sur ce que l'on peut faire. Donc c'est toujours une expérience qui est extrêmement enrichissante et je serais très heureux de pouvoir, à l'issue de mon exposé, échanger avec vous sur ma présentation. Je commencerai en disant que de nombreux chercheurs explorent aujourd'hui une voie que les premières générations de l'école des Annales avaient ouverte, celle d'une histoire à vocation mondiale ou globale, se saisissant désormais de tous les objets, y compris de la littérature. Quelles raisons nous poussent... Excusez-moi, je vais couper... Voilà. Quelles raisons nous poussent à saisir des phénomènes culturels à l'échelle mondiale ? William McNeill, un des pionniers de ce qu'on appelle la World History, avouera rétrospectivement un péché originel. Si dans les années 60, il a écrit The Rise of the West, qui s'attache à expliquer les influences que les différentes civilisations ont eues les unes sur les autres, c'est parce qu'il cherchait des antécédents historiques au déploiement d'alors de l'hégémonie états-unienne. Nous voilà donc avertis. Travailler sur ces questions, même et surtout animés par les bonnes intentions de comprendre la globalisation de la culture, de montrer les liens qui peuvent unir à travers des œuvres et leur circulation différents continents, recèle à l'évidence de nombreux périls. Posons la question, peut-on véritablement faire une histoire monde de la littérature à l'époque contemporaine ? Ne sommes-nous pas, comme le suggère Émilie Apter dans un ouvrage très récent, piégés d'emblée, piégés par notre européocentrisme qui guide à la fois le choix de nos objets, mais aussi les concepts à partir desquels nous les saisissons. L'intraduisible, les erreurs de traduction, ce qui se joue au niveau du texte, l'incompréhension, mais aussi au niveau social, les multiples processus de réappropriation des œuvres qui circulent peuvent-ils apparaître et être saisis par nos grilles d'analyse. C'est en étant conscient de ces limites qu'il faut relire l'étude majeure de Pascal Casanova intitulée « La République mondiale des lettres ». Le livre, je crois, n'a pas été traduit en portugais, mais une part des travaux de Pascal Casanova ont été traduits. Livre à partir duquel continue à se définir, alors en général voilà, pour ou contre, les chercheurs qui tentent l'aventure d'une approche mondiale des phénomènes littéraires. Pascal Casanova étend la notion de champ littéraire au globe et montre un espace où art et politique sont intimement mêlés, un espace de lutte symbolique avec des centres, les métropoles occidentales, et des périphéries, et notamment au XXe siècle, les capitales de la décolonisation. Mais en excluant la dimension économique de ces phénomènes, Pascal Casanova occulte la nature marchande des produits culturels. En focalisant sur les auteurs et les courants qui révolutionnent ou qui tendent à vouloir révolutionner le champ littéraire, elle ne prend en compte qu'une part réduite des fictions et oublie notamment des productions que l'on pourrait qualifier de populaires par destination, c'est-à-dire qui visent le peuple, et qui entretiennent des relations bien différentes, beaucoup plus complexes, avec la question de la représentation d'une culture nationale, et qui, marquée par une nature beaucoup plus plastique, nous y reviendrons plus tard, n'entre pas dans la grande bataille des formes littéraires. Posons la question plus simplement, où sont Nick Carter, Fantomas, Sherlock Holmes, le docteur Fu Manchu dans les histoires littéraires? Où sont les dime novels? Où sont les Penny Dreadful dans la dimension économique qui est inscrite dans le nom même? Continuer à les occulter serait
finalement, comme faire une histoire de la culture populaire brésilienne qui passerait sous silence Adriana Galisteu, dont on a parlé tout à l'heure, Roberto Carlos, ou encore le funk carioca. Reprenons donc l'enquête en partant d'un double constat. La littérature est, au XIXe et au XXe siècle, une marchandise, ce qui, somme toute, est normal, puisque le développement du capitalisme a impliqué un mouvement irrépressible de transformation de toute chose en marchandise. Néanmoins, ce que Franco Moretti appelle le grand massacre littéraire, un grand massacre symbolique, le grand massacre littéraire a relégué dans les fosses communes de l'histoire, je cite Moretti, 99% des fictions écrites, transformant l'histoire littéraire en une histoire du canon littéraire, c'est-à-dire des œuvres considérées comme des chefs-d'œuvre ou considérées comme des classiques. Ces 99% sont pourtant extrêmement intéressants sur bien des points. Ils sont, entre autres, mis en scène de cette fameuse marchandisation du monde et de ce qui l'accompagne. Pensons aux nombreuses intrigues qui tournent autour de l'accumulation de capital ou de sa contestation. Pensons aux intrigues construites autour du crime, visant la perturbation de la société bourgeoise, ou encore aux récits de réussite sociale, aux récits de chute. Ces fictions sont donc essentielles à l'historien sur bien des plans pour comprendre les imaginaires contemporains. Différents travaux et entreprises collectives s'emploient depuis les années 1980 à étendre le champ des investigations, à les étendre dans l'espace. Isabelle en parlait hier. À les étendre également dans les profondeurs des productions de la culture médiatique ou de la culture des frontières. Et nous les utiliserons ici, armés des outils offerts par ce qu'on appelle les humanités digitales, en nous concentrant plutôt sur le XXe siècle et sur les variations dans l'espace et dans le temps de deux œuvres majeures, radicalement différentes, que d'habitude on n'étudie jamais ensemble, mais que j'ai choisies parce que l'une symbolise les fameux 1%, et l'autre, les fameux 99 autres pourcents. Ces deux œuvres, ce sont celles-ci. La première, c'est Du côté de chez Swann, le premier roman de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et le second, c'est Fantomas, premier volume. J'ose la question, avant d'entrer plus précisément dans mon propos. Qui connaît Marcel Proust dans la salle? Merci de lever la main, que je puisse visualiser. Qui connaît Du côté de chez Swann, donc les débuts de la recherche? Les Français se sentent tous obligés de montrer leur maîtrise de cette culture légitime. Qui connaît Fantomas dans la salle? Y a-t-il un Brésilien qui connaît Fantomas dans la salle? Une. Posé il y a un siècle, en différents points du globe, à Paris, à Moscou, à Buenos Aires, à Bombay, la même question aurait entraîné des réponses bien différentes. On connaissait Fantomas, mais pas Swann. Je vous propose donc de suivre une part de leur pérégrination éditoriale à travers le monde, l'étude de leur traduction publiée en volume uniquement, comme illustration et comme fil rouge de mon propos, en nous interrogeant ensemble sur les mécanismes qui commandent leur mouvement et qui, in fine, expliquent leur survivance contrastée dans nos mémoires. Ça va pour le rythme de... Non, ça va pas. Ça va trop vite. Très bien. Bien, je vais tâcher de parler plus lentement. Faites des grands signes, en fait, quand ça va trop vite, et je m'arrêterai. Mais on est peut-être là jusqu'à 19h. Bien, le livre littéraire, alors peut-être une illustration d'abord, pour voir nos fameux deux objets, Fantomas d'un côté, Du côté de chez Swann de l'autre. Une œuvre publiée en 1911, Fantomas, c'est un grand cycle qui durera 32 volumes, publié jusqu'en 1913. De l'autre côté, Du côté de chez Swann, le début d'une œuvre qui se déploiera, elle, sur 12 volumes et sur un temps beaucoup plus long, puisque les derniers romans seront publiés après la mort de Marcel Proust.
Typiquement, le livre littéraire, celui donc qui est illustré à droite pour vous, du côté de chez Swann, le livre littéraire par différentes opérations, la présentation formelle de l'objet, sans prix, contrairement à ce qui se passe de l'autre côté avec Fantomas, où vous voyez le prix de l'objet, l'absence d'appel vers le lecteur, qui est ici symbolisé par cette image, c'est la couverture du livre, et puis la reconnaissance par des prix littéraires, plus tard le sacre par l'école. Tout ça travaille à effacer la nature marchande des livres de la littérature légitime. Pour comprendre ce qui se joue sur sa création comme sur sa diffusion, il est nécessaire de remonter dans l'histoire de l'imprimé aux étapes qui précèdent la création du roman. Que nous dit Lucien Febvre? Il dit la chose suivante. Dès l'origine, l'imprimerie apparut comme une industrie régie par les mêmes lois que les autres industries, et le livre une marchandise que des hommes fabriquaient avant tout pour gagner leur vie, même lorsque comme les Aldée ou les Étienne, ils étaient en même temps des humanistes et des savants. Lucien Febvre décrit les deux nécessités historiques qui pèsent sur le commerce de l'imprimé à l'époque moderne. L'intervention de ce qu'il appelle un tiers capitaliste, qui se charge d'écouler la production et qui bien souvent choisit les textes à éditer, et la nécessité d'avoir une circulation étendue pour écouler les livres, à une époque où évidemment il y a peu de lecteurs. On comprend dès lors la géographie particulière de l'imprimerie, marquée par sa proximité avec les centres intellectuels, avec les centres de pouvoir, avec les centres économiques, et le recours précoce à des agents prenant en charge la diffusion des imprimés. Néanmoins, le système que décrit Lucien Febvre à l'époque moderne se limite à une élite intellectuelle et sociale. Ce sont les années 1830, pour des facteurs extrêmement divers sur lesquels je pourrais revenir au moment des questions si vous le souhaitez. Ce sont donc les années 1830 qui, en Europe, transforment de manière radicale la donne avec le basculement dans un nouveau régime culturel, l'invention du médiatique, marqué, je cite ici Dominique Khalifa, marqué par la fusion de toute création dans son support et la transformation de celui-ci en marchandise, doté d'une forte visibilité matérielle, de modes industriels de reproduction ou de représentation et de circuits élargis de diffusion. Plus simplement, on pourrait dire que le phénomène ressemble à une sorte de Big Bang culturel, entendu ici comme la création d'un nouvel univers plastique en expansion permanente, devenu ici une expansion des publics, une expansion des supports médiatiques, mais aussi une expansion des espaces. En réalité, comme le montre Alison Rukavina, le marché international du livre se forme en même temps qu'explosent les marchés nationaux, profitant de modes d'organisation et de moyens de communication inédits avant le milieu du XIXe siècle, télégraphe, voies maritimes, etc. Autrement dit, entre 1911 et 1913, quand apparaissent Fantomas puis Swann, eh bien, ils sont d'emblée pris dans un marché transnational du livre. En atteste cette première carte. Nous en verrons plusieurs. J'espère que la visibilité est assez bonne pour vous. Et vous pouvez voir sur ces cartes, en vert, Fantomas et ses traductions. Je ne parle pas de diffusion francophone, ce serait un tout autre sujet qui impliquerait de travailler sur les élites francophones dans le monde au début du XXe siècle. Là, on voit simplement les traductions. Donc en vert, les traductions de Fantomas, et en rouge, les traductions
de Swann, pour une période qui est relativement courte, qui va de 1910 à 1921. Vous voyez ici un espace dominé par le vert, et le vert, vous retiendrez pour l'ensemble de mon propos qu'il s'agit de la couleur de Fantomas. Pour Swann, ce sera le rouge, et vous verrez que suivant les époques, ces équilibres vont se transformer au gré de mutations que je vais tenter d'expliquer. Donc Fantomas domine nettement cette première période, 1910-1921. Ce n'est pas un match que je fais entre les deux romans, mais vous comprenez qu'à travers la comparaison, on va saisir la singularité de l'un et de l'autre. Donc, Fantomas domine cet espace, qui est un espace d'abord essentiellement européen, auquel s'ajoute New York, puisqu'à cette époque, au début du XXe siècle, beaucoup des ouvrages populaires qui sont édités à Londres sont immédiatement réimprimés à New York, et il y a un marché qui est finalement assez similaire. Fantomas est une œuvre à la fois sérielle, elle est produite en grande série, et plastique, marquée par une diffusion très rapide, qui peut d'ailleurs se faire au prix de modifications assez radicales, des réductions du texte par exemple, mais aussi par des mutations concernant les supports sur lesquels elle circule. Je vous propose maintenant cette seconde carte, qui elle n'a plus de couleur puisqu'elle ne concerne que Fantomas, et elle le concerne sur une temporalité encore plus réduite, 1911-1915. Et elle a vocation à vous montrer les différents supports sur lesquels circule Fantomas. Vous voyez des gros ronds qui sont en fait les volumes. Ici, on ne voit pas simplement le premier volume comme sur les autres cartes, mais la diffusion de la série. Et donc on voit par exemple sur cette carte qu'en France, comme en Italie, sur cette période très courte, eh bien, l'ensemble des romans sont traduits et diffusés. Ils le sont aussi, on l'a vu tout à l'heure, à Barcelone, à Madrid, à Porto, à Londres. Et apparaissent d'autres petits items sur ces cartes qui sont, je m'en excuse, pas très visibles. Vous voyez peut-être des petits triangles, en tout cas un petit triangle. Ce n'est pas un test de vue que je vous fais. Je suis désolé, mais je vais vous expliquer ce que vous ne voyez pas en fait. Donc ce petit triangle représente une première adaptation, elle aussi extrêmement précoce, au cinéma, qui est faite en France, mais ce que je ne peux pas montrer sur cette carte, puisque l'état de nos connaissances ne nous le permet pas, c'est la diffusion, elle aussi extrêmement rapide, et sans doute beaucoup plus forte, de ces films qui vont populariser la figure de Fantomas. On le retrouve, je le disais tout à l'heure, on le retrouve à Moscou, mais aussi à Bombay, dans les années 1910. On peut suivre la trace de la diffusion de ces films, comme de celle des romans d'ailleurs, à travers les critiques qui sont faites dans les quotidiens. Fantomas sera adapté une seconde fois aux États-Unis, entre 1920 et 1921, et ces films permettront à nouveau à la figure de circuler dans les années 20, donc une décennie plus tard, et encore une fois sur les mêmes espaces, puisqu'on trouve la diffusion de ces films de Fantomas à peu près partout sur la planète. Figurent également des découvertes beaucoup plus récentes, et peut-être encore plus dures à voir, des petits hexagones. Vous les voyez aux États-Unis, notamment, des diffusions en feuilleton dans la presse. Mon travail sur cette question-là est encore très lacunaire. Je pense que nous en trouverons d'autres. Il y en a notamment en Angleterre, mais on n'a pas encore trouvé le support. Il était manquant à la British Library. Et puis, apparaissent également, avec un icône en forme de losange, encore plus dur à voir finalement, des adaptations sauvages, théâtrales, elles aussi très précoces,
notamment dans le sud de l'Europe, qui jouera un rôle très important dans la diffusion de Fantomas, mais aussi, et là c'est une découverte plus récente, en Afrique, ça n'apparaît pas sur la carte, je l'ai découvert après avoir fait la carte, et en Amérique du Sud. Donc on voit une production dont la destinée est de circuler le plus vite possible, le plus loin possible, pour être la plus rentable possible. Comment comprendre le surgissement de ces nouveaux produits culturels qui vont se répandre comme ça dans le monde? Fantomas est un cas parmi d'autres, on pourrait trouver bien d'autres exemples. Eh bien, on remarque qu'en France, l'époque est celle de mutations importantes dans le monde de l'édition littéraire, marquée par la concurrence de la presse, marquée aussi par des faillites et par l'amorce de concentration entre différents éditeurs. Seuls quelques-uns, c'est le cas de Fayard, l'éditeur de Fantomas, semblent tirer leur épingle du jeu, mais au prix d'une transformation assez profonde de leur pratique. Offensive en termes de baisse des prix, affichée sur la couverture des livres, pour concurrencer à l'époque les soldeurs de livres. Recours massif à la publicité, dans les journaux, mais aussi sur les murs des villes. Affirmation d'une politique de commande, autrement dit, c'est l'éditeur qui demande à des auteurs de produire un certain type de fiction, et Fantomas est une œuvre de commande. On a retrouvé les contrats qui unissent les auteurs et l'éditeur. Et puis un processus de salarisation des auteurs, une stabilisation d'écuries d'auteurs, de poules d'auteurs à qui on va pouvoir, comme ça, passer des commandes successives. Enfin, on remarque une collaboration qui se fait plus étroite avec des éditeurs étrangers pour traduire certains succès, pour relancer, pour étendre le marché. C'est le cas notamment avec l'Italie, et notamment le nord de l'Italie, avec un éditeur comme Salani. La logique est assez proche pour les grands éditeurs populaires en Grande-Bretagne, à ceci près que, comme Macmillan, ils ne contractualisent pas avec des éditeurs à l'étranger, ils ouvrent des bureaux à l'étranger ou à l'intérieur de l'Empire. C'est le cas pour Macmillan, en Australie en 1904 et au Canada en 1905. La logique est très différente s'agissant de Swann, édité à compte d'auteur et dont la diffusion va reposer sur des facteurs qui sont exogènes. La reconnaissance de Marcel Proust comme écrivain majeur intervient beaucoup plus tard, après la Première Guerre mondiale, en 1919, quand il reçoit le prix Goncourt. Et elle va passer à l'étranger par des élites culturelles, par le truchement de revues, avec des comptes rendus que l'auteur tente parfois de susciter. Dans l'Amérique hispanophone, c'est après l'attribution du Goncourt, en 1920, qu'au Venezuela, en Argentine, notamment par l'intermédiaire de correspondants en Europe, ou par la publication de papiers qui sont déjà publiés en Europe, que l'on parle enfin de l'auteur, pour la première fois. Et les autres cartes vont montrer ce qu'on pourrait appeler la revanche de Swann, d'une certaine façon, si je continue à jouer cette fiction d'un match entre les deux personnages. La conquête irrépressible des centres, par Proust et par son œuvre, et la relégation de Fantomas à des périphéries de plus en plus lointaines et avec des volumes de plus en plus légers. La carte que je présente ici concerne la période 1922-1937. Et vous voyez, vous savez, comme une espèce d'effet de goutte d'eau. Quand une goutte d'eau tombe, elle crée comme ça différents cercles. Eh bien, on voit que la goutte d'eau Fantomas s'étend vers l'est, comme des échos un peu lointains.
La situation est déjà radicalement différente pour la troisième période que je présente ici, la période 1938-1957, où là, vous voyez la façon dont, du côté de chez Swann, trust l'ensemble des places fortes, l'ensemble des grandes capitales culturelles, et comment Fantomas s'installe sur un espace résiduel qui aura une grande importance pour lui dans les années 60. Une part de sa renaissance partira de là, sur un espace qui est un espace du sud de l'Europe et majoritairement de la Méditerranée. Je saute quelques étapes pour vous présenter la dernière carte. Je pourrais vous montrer des cartes intermédiaires si vous le souhaitez. La période qui nous est la plus contemporaine, 1985-1996. Et peut-être que je peux vous repasser la première pour que vous puissiez voir la. Vous voyez la place du vert, la place du rouge. Et voyez comment, quelques décennies plus tard, c'est l'œuvre de Marcel Proust qui, avec des éditions extrêmement importantes, voilà, continue à occuper l'ensemble de l'espace. Que nous montrent ces cartes? Ça va toujours pour le débit, vous comprenez Que nous montrent ces cartes? Eh bien, elles permettent de distinguer deux logiques de diffusion, une logique rapide et éphémère contre une diffusion plus lente, mais dont les effets s'accumulent dans le temps, une diffusion qui est liée aux aléas des reprises médiatiques. En fait, s'agissant de Fantomas et des héros populaires, chaque nouvelle incarnation, notamment au cinéma, permet de relancer d'une certaine façon les imprimés, la version initiale. De l'autre côté, on a une diffusion qui est liée aux différentes consécrations littéraires et symboliques que connaît l'œuvre de Marcel Proust. L'entrée dans la Pléiade, la reconnaissance par la nouvelle école critique, etc., etc. Que nous montrent encore ces cartes? Eh bien, elles nous montrent des relations centre-périphérie qui sont sans doute plus complexes que celles que décrit Pascal Casanova, puisque les œuvres produites dans le centre vont aussi chercher des formes de légitimité dans les espaces périphériques et reviennent ensuite plus fortes dans les cœurs culturels de l'Europe. Enfin, elles nous montrent, ces cartes, comment la fabrique de ce qu'on appelle le canon littéraire peut être un processus sujet à des modulations, à des évolutions. Autrement dit, on n'a pas toujours considéré Proust de manière égale dans la critique au XXe siècle, et il a sans doute aujourd'hui une place beaucoup plus forte qu'elle ne pouvait l'être il y a quelques décennies. Les produits culturels dominants fonctionnent dans le fond différemment du reste des marchandises dans le système du capitalisme historique décrit par Immanuel Wallerstein. Elles ne convergent pas des périphéries vers le centre, comme les matières premières, comme les produits manufacturés de consommation courante, mais de centre à centre, puis de centre à périphérie, et de périphérie à centre. Elles assument d'autres fonctions, de rayonnement culturel, de propagande, de diffusion de normes, de connaissances, etc., etc. S'agissant de la France, ces cartes sont aussi à replacer dans un contexte plus large de compétition culturelle avec les pays anglo-saxons. Le phénomène est très bien décrit par Jean-Marc Leverato pour le théâtre et par Jacques Porte pour le cinéma, qui voit dans la combinaison de différents facteurs, la force des capitaux, la force des réseaux de distribution, et surtout l'adaptation à ce qu'on appelle une culture mainstream, guidée par le code moral qui a les faveurs des conservateurs américains, les raisons de la rétractation, à la fois en termes de territoire, mais aussi en termes de diffusion, des œuvres populaires françaises. Alors, je n'ai pas présenté l'outil avec lequel j'ai rassemblé les données qui ont permis de faire ces cartes. Le format ne s'y prête pas vraiment aujourd'hui. Je me voyais mal faire une sorte d'atelier informatique
Vous êtes trop nombreux et ça aurait été compliqué, mais je le ferai avec plaisir si vous me le demandez. Tout ça a été fait à partir d'un simple logiciel de gestion de données bibliographiques nourri par des données publiques, celles fournies par les grandes bibliothèques nationales qui, depuis les années 1970, ont informatisé leur catalogue et qui, depuis les années 90, les mettent à disposition en ligne en utilisant, pour beaucoup d'entre elles, un même format de données et de métadonnées qui s'appelle le format Dublin Core et qui permet de dupliquer à l'infini une opération que vous avez tous faite, aller chercher une référence bibliographique dans le catalogue d'une grande bibliothèque ou d'une bibliothèque universitaire. On le fait tous et en permanence. On va chercher voilà, une référence, quelle est la date d'édition, quel est l'éditeur. Eh bien, voilà, certains outils permettent de lancer des requêtes de façon simultanée à un ensemble de bibliothèques et donc de collecter les données. On peut ainsi chercher parmi les 57 millions de notices proposées par la British Library ou parmi les 100 millions de notices qui sont fournies par différents agrégateurs, je pense notamment à The European Library, ou encore parmi les 250 millions de références qui sont fournies par WorldCat, que vous utilisez sans doute comme outil pour aller chercher des références. Les métadonnées qui sont collectées donnent des informations qui peuvent être traduites en cartes, lieu d'édition, date de publication, titre, suffisent en fait pour ensuite être projetées en cartes. Alors d'autres projections graphiques sont possibles. Il n'y a pas que les cartes dans la vie, et ceux qui ont lu Franco Moretti savent qu'on peut aussi utiliser des graphiques, des tableaux. Je vous en propose un autre. Alors, il n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet, mais je vais revenir ensuite à notre sujet. Toujours, là je vais vous le décrire parce que oui, même moi j'arrive pas à lire, donc ça va être compliqué. C'est une moisson de données qui concerne la traduction de Sherlock Holmes en Europe. Vous avez différents pays qui sont symbolisés à gauche, tout en bas l'Angleterre, les États-Unis, le Danemark, la Norvège, un pays que je ne reconnais pas, puis la France, l'Espagne. Et plus le rond est gros, plus la vitesse de traduction est forte. Enfin, moins il y a de temps entre la première publication et une republication ensuite, une traduction en fait dans le pays concerné. Donc ça, c'est une exploitation possible qui permet de voir certaines proximités culturelles entre différents pays. On peut aussi utiliser un outil qui est vraiment extrêmement simple et à la portée d'un clic, que vous connaissez peut-être, c'est Google Ngram. Vous connaissez cet outil? Vous l'avez déjà utilisé? Bon, ben voilà, là je l'ai utilisé pour venir tenter de confirmer ou d'infirmer les hypothèses que j'ai tenté de formuler s'agissant de Fantomas et de Swann. Vous avez en bas les dates et à gauche le pourcentage de présence des différents items. D'un côté, la recherche du temps perdu, le titre générique des œuvres dans lequel s'inscrit Swann, et de l'autre côté, Fantomas. La question est, à quel rythme, avec quelle rupture, comment ces deux œuvres sont présentes dans des corpus de livres qui ont été numérisés, ici un corpus de livres uniquement en français. Et on voit bien sur la courbe Fantomas en rouge, soumis aux aléas de ces reprises médiatiques. Vous voyez notamment un pic dans les années 60 qui correspond en fait à une adaptation au cinéma. Vous voyez aussi comment le personnage peut à certains moments tomber dans l'oubli puis renaître. Et de l'autre côté, vous voyez cette fameuse progression continue que j'évoquais tout à l'heure s'agissant de Proust et de Swann. Plus on avance dans le temps, plus on parle de l'œuvre, avec une accélération que j'évoquais tout à l'heure, que l'on situe en gros avec l'apparition de la nouvelle critique dans les années 1970. Autre tentative à travers Google Ngram,
c'est cette fois la différence de notoriété du personnage Fantomas entre des livres numérisés en français, qui sont ici en rouge, où l'on revoit ces fameux aléas, hein, et puis la comparaison avec des corpus en anglais, en jaune, et des corpus en anglais, mais édités aux États-Unis, en bleu. Est-ce que ça va pour le rythme? J'ai perdu personne? Ça va. Vous voyez, sur les débuts de la courbe, les premières années, hein, celles qui vont en gros jusqu'au milieu des années 1930, des courbes relativement identiques entre les différents pays anglo-saxons, qui sont liées à ces fameuses adaptations de Fantomas, et puis des courbes qui ensuite vont se distinguer, Fantomas restant un personnage essentiellement national, français, hein, qui sort de la mémoire collective du reste de la planète, si ce n'est, c'est le cas pour les États-Unis, dès lors qu'il s'agit d'évocation par les élites, et notamment par les avant-gardes de l'entre-deux-guerres, ou par des auteurs consacrés comme Julio Cortázar, qui consacre un ouvrage à Fantomas, et on voit, en tout cas c'est l'hypothèse que je formule, on voit redécoller la courbe aux États-Unis à partir des années 1970, ça coïncide avec la publication du Fantomas de Cortázar. Mais les pays en langue anglaise, après les années 30, ne sont plus sensibles aux réincarnations médiatiques du personnage. Alors j'arrive au terme de cette conférence qui connaît d'évidentes limites que vous ne manquerez pas de souligner, mais je vais les souligner moi-même, ça me permettra de peut-être éteindre certaines critiques ou au contraire de les lancer, on verra. Ce travail est évidemment extrêmement centré sur le volume, or, quand les fictions circulent, elles circulent sur des supports bien plus nombreux, et notamment sur des périodiques. Certaines traductions de Proust n'apparaissent pas sur... certaines traductions précoces de Proust n'apparaissent pas sur les cartes, parce qu'il s'agit de traductions qui, justement, sont faites d'abord dans des revues. C'est le cas, par exemple, pour le Japon. Mon propos n'échappe pas à une forme d'européocentrisme, que je condamnais pourtant en introduction, et même de gallocentrisme, hein. J'ai parlé de deux œuvres qui sont d'abord des œuvres nationales. Mon propos a beaucoup simplifié les trajectoires de Fantomas, qui est un personnage qui a été aussi célébré par les avant-gardes, je viens de l'évoquer, mais ce sont des choses que vous pourrez trouver dans le livre que j'ai publié sur la question. Et puis, surtout, mon propos occulte des questions liées à ce qui freine la circulation, hein, les phénomènes de censure, les phénomènes liés à la critique, les blocages en fait. Hein. Quand on analyse ce qui circule, on a souvent tendance à s'intéresser à justement ce qui est fluide, à ce qui connecte. Or, c'est aussi extrêmement intéressant de s'arrêter sur ce qui bloque, hein, les moments où les machines grippent. Le sujet reste donc ouvert et c'est sur un triple plaidoyer que je souhaiterais terminer cette intervention. Le premier, sans surprise, plaide pour une utilisation des données électroniques à disposition pour faire une histoire des circulations de l'imprimé qui viennent compléter les approches monographiques et les histoires croisées. Cette utilisation des données qui prolonge les propositions de Franco Moretti, auxquelles j'aurais beaucoup fait référence durant cette conférence, servent en fait à faire ce qu'on appelle une lecture à distance, un distant reading des œuvres littéraires. Néanmoins, et c'est vraiment un point important, cette utilisation des données électroniques n'est pas une fin en soi, elle ne doit pas l'être, parce qu'elle doit plutôt nous amener vers voilà, d'autres complexités. C'est le second volet de ce plaidoyer. Être au service d'autres investigations, pousser la recherche vers des archives nouvelles. Par exemple, la collecte massive de données bibliographiques sur les fictions populaires européennes, Fantomas, mais pas seulement, j'ai cité Sherlock Holmes tout à l'heure, ont fait émerger un nombre extrêmement important de livrets, de petites publicités pour ces fameuses adaptations théâtrales sauvages que j'évoquais tout à l'heure.
Elles sont très nombreuses en Europe, très nombreuses en Amérique du Sud, en Afrique, dans les années 1910-1920, et elles avaient à la fois échappé aux spécialistes de l'histoire du théâtre, mais aussi, c'est peut-être plus grave, aux spécialistes de ces grandes figures de la culture médiatique, plus intéressés à étudier, comme moi, je l'ai fait, aux adaptations cinématographiques sur la même période. De même, l'étude de la diffusion des œuvres doit pousser notre attention vers les agents de ces médiations, les agents littéraires qui placent les œuvres, les traducteurs, les éditeurs, qui sont parfois repérés à travers ces métadonnées. C'est-à-dire quand vous avez une fiche bibliographique, vous avez l'auteur et puis le nom du traducteur. Et puis en mettant en relation les différents ouvrages traduits par le même homme, par la même femme, eh bien vous avez le panel des œuvres qu'il a. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de fils après lesquels on peut courir. Les critiques, les périodiques, dont le contenu empêche des investigations similaires au volume, les bibliothécaires populaires, etc., etc. Leur étude doit aider à comprendre les réseaux de circulation, les questions liées au prestige et à l'influence des lettres françaises, les stratégies de distinction des auteurs qui relaient ou qui traduisent, comme Pedro Salinas pour Proust en langue espagnole. Enfin, je serai plus court, cette approche à distance doit aussi opérer dans le temps, qui agit, on le voit très bien ici, sur la façon dont sont appréhendées les œuvres, sur les significations qu'on leur donne. Et cette présence très forte de Swann à la fin du XXe siècle pourrait presque nous pousser à un anachronisme, à évoquer Proust comme plutôt un auteur de la fin du XXe siècle que du début. C'est ainsi que l'on pourra comprendre les destinées contrastées de Swann et de Fantômas et commencer à réfléchir non plus simplement à la circulation des imprimés, mais à celle des imaginaires littéraires et médiatiques. Je vous remercie.